Après 20 longues années d'attente, les fourreaux rouges ont accompli leur ultime devoir, vaincre Kaido et libérer Wano Kuni de son emprise. Luffy est aujourd'hui déclaré comme étant le grand gagnant de son combat, l'opposant à l'empereur aux 100 bêtes, c'est officiel, la bataille d'Onigashima semble avoir pris fin aujourd'hui. Pour autant, quelque chose semble se tramer dans les profondeurs de Wano Kuni, là où Big Mom et Kaido ont été envoyés à la fin de leur combat. Alors que se passe-t-il réellement avec cette île? Quel sera le futur de One Piece après avoir vécu son plus grand et ambitieux arc de toute son existence? Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui et que vous êtes prêts car nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1050 de One Piece. Effectivement, ce chapitre marque un tournant absolument incroyable dans l'histoire mais dévoilerait également un nouveau secret de Wano Kuni qui pourrait avoir des conséquences cataclysmiques. Nous allons voir ça ensemble, mais avant, je dois vous remercier. Après presque 2 ans, nous avons enfin franchi un nouveau cap sur la chaîne. Nous sommes désormais 300 000 Nakama réunis autour de la même passion. Vous êtes aujourd'hui 300 000 à me permettre directement ou non de travailler chaque jour, de vivre, mais aussi d'évoluer dans ma vie professionnelle et privée. L'impact que ça a eu sur ma personne, sur ma qualité de vie ou même sur mon moral a été sans précédent. Et malgré toutes les difficultés qu'on a traversées ensemble ou que j'ai traversées seul sans vous les partager, aujourd'hui je me sens plus fier que jamais d'avoir une telle communauté qui continue de grandir et qui récompense tous les efforts que je fournis à vous divertir et vous faire oublier les problèmes de la vie pendant quelques dizaines de minutes. Alors merci 300 000 fois, merci aux nouveaux, merci aux anciens et même si ça fait très cliché, merci à tous mes proches pour le soutien indéfectible depuis toutes ces années. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est Road to 400K parce qu'il est hors de question de s'arrêter en si bon chemin. Alors, comme d'habitude, vous me bombardez ces likes et cet abonnement. Et ce n'est pas tout, à événements exceptionnels, concours exceptionnels. Pour fêter ça, Zen Market et moi-même, on vous fait gagner sur Twitter l'incroyable POP Warrior Alliance du grand et magnifique Oden Kozuki. Une figurine d'une valeur de 250 € qui n'attend que vous, alors allez-y, tentez votre chance, ça ne vous coûte rien. Voilà les bros, c'est un véritable et sincère plaisir, alors merci à vous du fond du cœur et commençons cette review. Résumons ce chapitre et ses points les plus importants. Il suit directement le précédent. Nous retrouvons Luffy chutant dans les airs après avoir asséné à Kaido son Gomu Gomu no Bajrangun. Ce dernier, s'enfonçant au fin fond de Wano Kuni, en vient à rejoindre Big Mom qui se retrouve elle aussi dans une chambre de magma, inconsciente après sa défaite contre Law et Kid. La chute de Luffy est amortie in extremis par Yamato venant à son secours. Le festival du feu de la capitale des fleurs bat son plein tandis que les héros de Wano Kuni, dans l'indifférence totale de ses habitants, viennent de sauver le pays. Toutes les lanternes de feu finissent par s'envoler dans le ciel, portant les vœux de liberté des citoyens de Wano Kuni qui verront chacun d'eux se réaliser grâce à Luffy. Du côté d'Onigashima, maintenant en ruine et posé près de la capitale des fleurs, les blessés sont nombreux. Tous ne réalisent pas encore ce qui vient de se passer, tandis que Momonosuke, lui, s'entretient avec Zunesha. Il lui confie qu'il ouvrira les frontières de Wano Kuni, mais pas maintenant, ce que l'éléphant antique et ami de Joy Boy semble comprendre. Les sbires de Kaido commencent à s'agiter après la défaite de leur capitaine, avant que Yamato prenne la parole et les confronte. Elle semble considérer Momonosuke comme leur nouveau leader et que sans lui, tous seraient morts durant la chute d'Onigashima. Au même moment, un terrible tremblement de terre se fait ressentir sur l'entièreté de Wano Kuni. Dans la chambre magmatique située sous le pays et dans laquelle Kaido et Big Mom avaient atterri, une secousse s'est fait ressentir provoquant une énorme éruption volcanique, signant la victoire officielle de Luffy par le narrateur sur Kaido. Cette éruption ayant attiré l'attention des habitants de Wano Kuni, Momonosuke en profite pour se présenter à eux en forme dragon et annonce la fin du règne de Kaido sur ce pays. Dans la brume se révèlent les silhouettes d'une partie des fourreaux rouges ainsi que celle de Hiyori Kozuki. À la surprise générale, Denjiro prend la parole et annonce l'arrivée du nouveau shogun de Wano Kuni. Bon, comme vous l'aurez constaté, cela reste un chapitre plutôt simple dans sa composition, rien de nouveau ou inédit, si ce n'est cet étrange événement volcanique ayant semble-t-il été décisif dans la victoire de Luffy contre Kaido. Et vous allez voir dans cette vidéo à quel point la présence d'un volcan est loin d'être anecdotique sur Wano Kuni et surtout dans plusieurs de mes théories sur cette île. Momonosuke a eu une place de premier choix dans ce chapitre et sa discussion avec Zunesha est une fois de plus emplie de mystères et ça aussi, nous allons en parler. Pour finir, quel sera le destin de Yamato, Momonosuke, Hiyori et même tous les autres habitants de Wano Kuni après cet événement ayant ébranlé leur pays et bientôt le reste du monde? Eh bien sans plus attendre, passons à l'analyse et la théorie de ce chapitre. L'événement principal et surtout le plus mystérieux de ce chapitre fut à mon sens la présence de Kaido et Big Mom dans une chambre magmatique située à plusieurs kilomètres sous le sol de Wano Kuni. Souvenez-vous, dans le chapitre 1040, la combinaison du Damned Punk de Kid et des bombes d'Onigashima ont emporté Big Mom jusqu'au fin fond des enfers, signant la victoire des deux supernovas contre l'impératrice. Alors qu'on ne savait pas jusqu'où cette dernière avait réellement été envoyée, ce chapitre nous montre très clairement que Kaido et son ancienne Nakama sont allés jusqu'à baigner dans le magma de la Terre. Pour clarifier la situation, je pense que malgré
l'état dans lequel se trouvent les deux Yonko, aucun n'est mort. Tout simplement car au risque de me rabâcher, Luffy ne tue jamais ses adversaires. Qui que ce soit, tous ses adversaires ont seulement été défaits mais jamais leur vie n'a été enlevée d'une quelconque manière. Alors oui, Luffy n'aurait pas tué directement Kaido puisque c'est plutôt la lave dans laquelle il est tombé qui l'aurait consumé, mais là encore, Luffy ne déclenche jamais aucune mort. Donc si Luffy ne tue pas Kaido, je vois pas pourquoi Law et Kid devraient tuer Big Mom. Pourquoi l'empereur voulant mourir resterait en vie quand l'impératrice souhaitant rester en vie mourrait. D'ailleurs, à aucun moment le narrateur nous annonce la mort de l'un ou de l'autre. Pourtant, les morts dans One Piece sont rares et font surtout l'objet d'une mise en scène particulière et bien précise. Là, rien n'a été déclaré ni pour l'un ni pour l'autre. Et puis, ce ne sont pas des êtres normaux. S'il y a bien des personnages définissant l'endurance, la résistance et la puissance, ce sont bien Kaido et Big Mom. On vit dans un monde où l'un des empereurs a survécu pendant toute une bataille avec la moitié du crâne arraché et avec plusieurs trous béants dans l'estomac. Les dégâts subis par Kaido et Big Mom tout au long de la guerre de Nigashima n'égalaient pas ce qu'a vécu Barbe Blanche. Alors comment pourrait-il mourir aussi facilement? Donc au risque de me tromper, je pourrais quand même presque affirmer sans crainte que les empereurs sont simplement KO, hors d'état de nuire et qu'ils sont ainsi considérés comme les perdants de leur bataille. Maintenant que la question du mort pas mort a plus ou moins été répondue, parlons de cette fameuse éruption qui confirme, là aussi plus ou moins, ma théorie vieille de 2-3 ans sur ce sujet. 24 mars 2020, je sors un nouvel épisode des questions One Piece sur ma chaîne, je réponds comme son nom l'indique à plusieurs questions au sujet de One Piece que vous m'avez posées, et l'une d'elles a comme sujet le power-up de Luffy au volcan du mont Fuji. Je réponds donc à cette question avec un grand intérêt puisque encore un an auparavant, dans une convo Discord avec Nina2119, je lui disais que j'avais justement le sentiment que Wano Kuni serait un volcan et que Oda aurait dissimulé ça depuis un bon moment. Cette théorie que je devais donc développer, vu que vous avez été des centaines à me le demander, m'est carrément sortie de la tête et j'ai totalement zappé d'en parler plus en détail. Pourtant, effectivement, je tenais l'un des éléments principaux de ce chapitre. L'ironie de la chose, c'est qu'il y a quelques semaines, je vous ai dévoilé la théorie de Kaido inspirée par le typhon qui devrait normalement se retrouver enfermé sous un volcan. Alors je vais en profiter pour vous expliquer tout ça plus en détail et le potentiel impact que ça aura sur la fin de cet arc. Je le disais à l'instant, Oda semble avoir basé et construit une partie de l'histoire de Kaido et Wano Kuni autour des mythes des volcans. Tout commence avec l'identité de Wano Kuni, une île inspirée directement du Japon. Le pays berceau des mangas et de One Piece est connu pour les multiples séismes et tremblements de terre qui le frappent toutes les années. Non seulement la montagne la plus emblématique du Japon, le majestueux mont Fuji, est l'un des nombreux volcans capables de rentrer en éruption et crée un véritable cataclysme. Ce fameux mont Fuji se retrouve justement en plein centre de la capitale des fleurs sur Wano Kuni. Alors que ça pourrait être une simple référence, la présence de Kaido et de l'équipage au 100 bêtes ajoute un nouvel indice à la présence d'un volcan au sein de Wano. Effectivement, que ce soit les calamités ou les Tobiropo, la quasi-totalité des grands noms de l'équipage de Kaido sont des Zoan de dinosaures préhistoriques, ces mêmes dinosaures ayant disparu de la surface de la Terre à cause d'une présumée importante activité volcanique mondiale. Et ce n'est pas tout. Si la présence d'un volcan proche de la capitale des fleurs et d'un équipage composé de dinosaures ne suffit pas à vous convaincre, alors parlons du granit marin. Au début de cet arc de Wano Kuni, Hawkins a déclaré quelque chose d'assez spécial concernant le granit marin. Il viendrait de Wano Kuni. Sans forcément s'en rendre compte, il s'agit d'une très grosse révélation puisque si on retourne encore quelques années auparavant, durant l'arc de Skypiea, Pagaya nous expliquait que le composant principal du granit marin était le pyrobloïne, et que c'est grâce aux éruptions volcaniques que ces particules de granit marin et de pyrobloïne s'élevaient dans les airs pour créer des nuages assez denses, formant ce qu'on appelle les îles célestes. Donc, si le granit marin vient de Wano Kuni et que ce même granit marin peut être extrait uniquement grâce aux éruptions volcaniques, alors ça serait grâce au volcan de Wano Kuni que le granit marin est répandu dans le monde de One Piece puisqu'il en serait la principale source de production. En réalité, on pourrait presque aller encore plus loin en disant que le ou les volcans de Wano Kuni auraient créé une ou plusieurs îles célestes, mais ça on en parlera peut-être une prochaine fois. Les conséquences de cette éruption sont pour le moment incertaines, même si à mon sens elle a servi à expulser Big Mom et Kaido de la chambre magmatique. Elle pourrait donc très bien représenter une nouvelle menace pour Wano Kuni ou même révéler quelque chose en rapport avec les îles célestes et le granit marin. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, dans la review du chapitre 1046, je vous dévoilais une théorie que vous avez beaucoup apprécié. Oda se serait inspiré du typhon, un monstre de la mythologie grecque, dans la conception de Kaido. Ces deux créatures partagent énormément de similitudes et au lieu de toutes vous les énumérer, je vais vous inviter à regarder la vidéo en question, mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est comment le typhon a été vaincu. Eh bien, il a été vaincu par la foudre de Zeus pour être emprisonné sous une montagne, l'Etna, l'un des volcans les plus actifs du monde, comme en témoigne sa dernière éruption datant d'il y a encore quelques jours. Dans cette review du chapitre 1046, et après avoir fait le parallèle entre l'histoire
pouvoirs de Kaido et Typhon, je vous disais donc que le mont Fuji de Wano Kuni pourrait avoir un rôle à jouer dans la défaite de l'empereur. J'étais loin de me douter que ça allait rejoindre à ce point ma pensée. Mais finalement, ce qui me dérange le plus, c'est que les tremblements de terre, les volcans et tous ces cataclysmes que nous venons de voir et qui sont tant reliés à Wano Kuni se retrouvent aussi et surtout dans les pouvoirs de certains personnages, notamment deux, Akainu et son Magu Magu no Mi, ainsi que Barbe Noire et le Gura Gura no Mi, volé à Barbe Blanche. Et j'ai la sensation que ces pouvoirs pourraient avoir un rôle à jouer sur Wano Kuni. Vous connaissez assez bien la théorie de Teach débarquant au pays des samouraïs pour tuer Kaido, alors je vais vous épargner le même discours. Cependant, on parle très peu d'Akainu et sa possible intervention sur cette île. Il est l'incarnation même du volcan à travers les pouvoirs de son fruit du démon. Il a semble-t-il un lien avec le Japon et les Yakuza, et à 2 reprises, au chapitre 907 et 957, il a refusé à ce que la marine et le gouvernement interviennent sur Wano Kuni. Alors tout naturellement, la question que je me pose aujourd'hui est si Akainu venait de Wano Kuni, voulait protéger l'île des dégâts de la marine et interviendrait pour capturer Kaido et Big Mom au chapitre 1057 après qu'ils aient été défaits par le volcan. Certes, c'est de la pure théorie, mais finalement, pourquoi pas? Après tout, cette histoire de volcan se basait également que sur un ensemble de faits concordant ironiquement les uns aux autres. Alors de se dire qu'Akainu pourrait avoir un lien avec Wano Kuni, toute l'activité volcanique qui en découle, ainsi qu'une éventuelle intervention pour capturer Kaido, tout ça en faisant des liens avec la mythologie grecque, eh bien ça me paraît pas si improbable. Cette partie sur le volcan de Wano Kuni aura pris énormément de place dans cette vidéo, alors nous pouvons passer à la suite concernant les nouveaux shoguns et l'apparition du jour promis qui changera la face du monde. Derrière ce chapitre se cachait beaucoup de mélancolie. D'ailleurs, mon passage préféré restera sans doute l'échange entre Otoko et Itetsu au sujet du défunt et regretté Yasui. En effet, le daimyo de Hakumai s'est maudit volontairement en consommant un smile pour que Otoko ne soit pas la seule à rire sans s'arrêter. Mais ce sont Momonosuke et Iori qui apporteront malgré tout la plus grande symbolique dans ce chapitre en étant présentés respectivement par Yamato et Denjiro comme les nouveaux leaders, généraux et shoguns du pays. Ainsi, ce n'est pas seulement Momonosuke ou seulement Iori qui tiendra les rênes de ce pays et de son gouvernement, mais bel et bien les deux frères et sœurs Kozuki, les descendants directs du shogun légitime, Kozuki Oden. C'est du côté de Momonosuke que je vais plus m'intéresser car Yamato a dit une chose le concernant. Il est leur leader. Cela signifierait que Yamato étant l'héritière légitime de l'équipage de Kaido après sa défaite, souhaite mettre la force des sbires de son père au service de Momonosuke. Ainsi, l'équipage au sans bête, que ce soit les simples soldats ou les utilisateurs de Smile qui seraient soignés par Chopper avant de quitter Wano Kuni, composerait la nouvelle force de Wano aux côtés des samouraïs. Bon, je vais pas vous le cacher, si ça arrive, ça tirerait également un grand trait sur la théorie Yamato Mugiwara puisqu'elle pourrait rester sur Wano Kuni avec ses hommes pour rebâtir ce pays au lieu de prendre la mer et accomplir son rêve. Mais ne parlons pas de malheur et espérons que Yamato continue son chemin aux côtés des Mugiwara pour accomplir le rêve qu'elle chérit depuis 20 ans déjà. Sans transition, Momonosuke et Zunesha ont eu une brève interaction dans ce chapitre. D'après le nouveau et jeune shogun, il n'ouvrira pas les frontières de Wano Kuni tout de suite et Zunesha devra donc attendre encore un peu. C'est finalement l'un des plus gros plot twist de ce chapitre, voire de la bataille d'Onigashima. Les frontières de Wano Kuni, cette mystérieuse métaphore qui perdure depuis peut-être 800 ans déjà et pour laquelle Oden et Sefuro se sont sacrifiés, censée être la consécration ultime de cet arc, ne seront finalement pas ouvertes maintenant, voire carrément pas dans cet arc. Mais alors pourquoi ? Qu'a donc compris Momonosuke? Qu'est-ce que ça peut changer pour Zunesha et surtout pourquoi attendre alors que Kaido est enfin défait? Tout serait simplement une question d'air. One Piece est sur le point de se terminer. Luffy se rapproche plus que jamais du titre de roi des pirates et l'après Wano sera la dernière ligne droite en direction de l'Aftel. Le monde, après la défaite de Big Mom et Kaido, va absolument changer. Si la fin de l'ère de Barbe Blanche a causé un nombre incalculable de cataclysmes, la disparition des forces de Big Mom et Kaido vont redéfinir les règles du nouveau monde. Luffy va faire partie de cette ère et en sera même la figure principale. Aux côtés de Kid et Law, ayant également vaincu un empereur, ils deviendront les nouveaux rois de Grand Line. Et ce qu'attend peut-être Momonosuke, c'est que Luffy soit prêt à libérer le monde. Pour ouvrir les frontières de Wano Kuni, qui semble être un acte directement relié à une volonté de l'époque antique d'il y a 800 ans, des conditions particulières doivent être respectées et ça ne serait pas encore totalement le moment. Ce qui me pousse à cette réflexion, c'est un simple événement qui doit se produire dans le futur de One Piece, la destruction de l'île des hommes poissons par Luffy. Sans réellement connaître la date ou le contexte, il semble que Gyojin Island verra son destin chamboulé par les actes de Luffy, volontaires ou non. Or, cet événement signifie à mon sens que la volonté de Joy Boy s'activera à ce moment-là, que les actes finaux de Luffy pour libérer le monde se dérouleront à cet instant précis, un instant qui semble-t-il n'est pas près d'arriver puisqu'ils doivent retourner au début du nouveau monde ou à la fin de Paradise. Et si Wano Kuni devait ouvrir ses frontières à ce moment précis, quand tout le reste du monde changera en même temps? Plus simplement, quand le jour du serment viendra. Oui, dans One Piece, il existe un jour précis, une temporalité exacte qui sera l'instant dans l'histoire du monde qui changera absolument tout.
Le jour du serment de Joy Boy, le jour de la destruction de l'île des hommes poissons, le jour de l'ouverture de Wano Kuni, et si tout se passait au même moment durant une journée où l'aube se lèvera pour la première fois sur le monde. Luffy a vaincu Kaido, c'est un exploit surréaliste, pourtant ce n'est pas lui son adversaire final. Ce n'est pas lui le danger du monde, ce n'est pas lui qui représentera la figure maléfique de la fin de One Piece. Alors peut-être que finalement Wano Kuni et le reste du monde devra attendre encore un peu avant que le jour promis se lève enfin, un jour qui signera le début d'une nouvelle ère pour le monde et la fin d'une autre pour nous. La défaite des Tenryubito, la révélation du One Piece, la liberté des peuples, la volonté de Joy Boy, Nika, Roger ou peu importe qui d'autre sera alors réalisée ce jour précis, le jour du serment attendu par les rois des mers et par la prophétie. Ce jour-là, le monde sera avec Luffy. Luffy sauvera le monde et Wano Kuni devra se tenir prêt à ouvrir ses frontières pour accomplir sa destinée antique.